Merci à tous pour votre présence et bienvenue à ce webinaire sur KYC et GDPR pour les banques et assurances. Gouverner ces données, est-ce vraiment une priorité? Aujourd'hui, nous serons 5 intervenants. Ou plutôt 4, pardon, 4 intervenants. Jamel Swami, qui est membre du CESE, et président de l'UDAP et directeur conseil chez Micropole. Moi-même, Elliot Mourier, qui suis manager sur les sujets conformité et protection des données personnelles chez Micropole. Christophe Delay, qui est également manager conseil chez Micropole et expert des sujets KYC et lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et enfin, Aré Ekdal, qui est Sales Leader 360 Engagement chez Informatica, avec laquelle nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire aujourd'hui. Je passe sans plus attendre la parole à Jamel Swami. Merci Elliot. Alors moi je vais commencer par rappeler une évidence, qu'est-ce que c'est qu'une assurance? Quelle est la contribution? Mon intervention sera plutôt ciblée sur les assurances, même si certaines extensions sur la banque. La première contribution de l'assurance, c'est la solvabilisation. C'est-à-dire c'est la capacité à apporter des solutions de type garantie ou accompagnement, financement, à des coûts mutualisés. C'est-à-dire qu'on payait 1 pour avoir 100 si on devait avoir les 100. Alors, il y a un impératif dans l'assurance dont on ne parle pas toujours, qui est celui de la confiance. Donc la confiance, elle est essentielle dans la banque comme l'assurance d'ailleurs. Et cette confiance, c'est la mission principale des directions de la conformité. Alors, direction de la conformité, création relativement récente, hein, c'est Solvabilité 2, donc c'est janvier 2016. Si on enlève 18 mois de Covid, en gros, il y a 3 ans opérationnels, et en 3 ans opérationnels, c'est assez compliqué d'avoir des alignements entre l'ensemble des acteurs au sein des directions de la conformité et également autour. Ce sont des directions qui se prennent beaucoup de pression de leur environnement, qui ont les contraintes budgétaires de toute direction des organismes financiers, hein, donc comme tout le monde, et puis qui subissent un flux continu, le terme est choisi, un flux continu de nouvelles réglementations, lutte contre le blanchiment, la lutte contre le terrorisme, RGPD, KYC, les réglementations européennes sur les lanceurs d'alerte, sur l'investissement responsable, le CFRD, c'est le dernier de la série. Et cet enjeu essentiel de garantir la confiance, il va vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des régulateurs, vis-à-vis du marché, vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis des pouvoirs publics, et la direction de la conformité a cette mission essentielle. Et il faut bien avoir ça à l'esprit parce que c'est ça qui donne du sens à une activité qui pourrait être perçue comme moins noble que la direction commerciale, la direction de l'actuariat ou la direction des engagements pour les banques. Alors, je vais illustrer ce que peut être une situation dans laquelle on n'a pas bien géré cette notion de confiance avec ce qui s'est passé en France pendant le confinement avec les pertes d'exploitation des cafés, hôtels, restaurants. Alors, le Covid arrivant, le virus faisant des dégâts, le gouvernement décide de tout arrêter. On s'est tous retrouvés à la maison pendant quelques semaines. Et puis, un jour, décide de fermer les cafés, hôtels, restaurants durablement. Donc, le jour, c'est le 16 mars. Et les cafés, hôtels, restaurants, notamment les cafés et restaurants, les hôtels sont restés ouverts en France pendant relativement longtemps. Donc, ce qu'ont fait les patrons de ces boutiques, hein, c'est qu'ils ont été sortir leur contrat d'assurance et ils ont regardé quelles étaient les indemnités auxquelles ils pourraient avoir droit. Et ils trouvent un chapitre qui s'appelle perte d'exploitation. Et donc ils disent, moi j'ai une perte d'exploitation et donc je prétends à une indemnisation. Et là, ils ont une réponse des assureurs qui est très majoritairement non. Très majoritairement, non, vous n'avez pas le droit. S'ensuit des incompréhensions, s'ensuit
de la mousse médiatique, intervention de politique, avec d'assez fortes tensions. Et comme on a affaire à un David et à un Goliath, assez naturellement, l'opinion publique prend fait et cause pour David. Voilà, le petit acteur face au grand. Alors, l'autorité de contrôle française, la CPR, a fait un audit pour savoir ce qu'était la situation réelle. Et ce qui ressort de l'audit, donc ils ont été regarder les contrats d'assurance en fait, hein, et ce qui ressort de leur audit, c'est que 93% des contrats excluaient expressément ce cas-là comme un cas d'indemnisation. 3% étaient ambigus et 4% étaient expressément une couverture réelle. Et donc, on se retrouve avec une situation où à 93% les assureurs ont raison et à 7%, on va dire les clients ont raison ou pourraient avoir raison. Et on a un effet sur le secteur avec une image abîmée, une taxe Covid pour les acteurs de la santé de 1,5 milliard d'euros, alors même que ce secteur a été le secteur qui a apporté la plus grosse contribution à la solidarité en apportant 5 milliards d'euros de soutien pendant la crise du Covid. Donc on se retrouve avec une situation où 5 milliards d'euros d'un côté de contribution et 1,5 milliard de taxes gouvernementales et une image dégradée. Et ça, c'est parce que les assureurs n'ont pas su comment dire, protéger cette confiance essentielle vis-à-vis de leurs clients et de leur environnement. Alors, ça remet la direction de la conformité exactement à un endroit essentiel pour l'assurance, avec une question qu'on est légitime à se poser, mais c'est comment on fait pour agir efficacement. Alors, le premier, c'est de la pédagogie, et je pense qu'il devrait y avoir un communicant dans chaque direction de la conformité. Bon, ça c'est ma recommandation personnelle. Et sinon, il y a 4 leviers sur lesquels on peut agir. Les systèmes d'information, les expertises au sein de la direction de la conformité, l'organisation des directions de la conformité et la data. Alors, les systèmes d'information, c'est évidemment les systèmes d'information de la maison, donc des maisons, donc c'est assez peu à la main des directions de la conformité. Ils y contribuent, mais ils ne décident pas. En plus, il y a des contraintes budgétaires qui passent probablement après les impératifs de développement et stratégiques, on va dire comme ça. Donc, les SI, ça ira, mais doucement et dans le temps. Les expertises, ça c'est important, qu'il y ait de la veille et qu'il y ait une formation continue pour que les directions de la conformité soient de plus en plus compétentes, affûtées et puissent être au niveau où on les attend. Ensuite, les aspects d'organisation. Alors là, comme pour les SI, il y a beaucoup d'articulation avec les autres directions et donc elles peuvent contribuer, mais elles n'ont pas la main. Et enfin, le dernier point, c'est la data, qui est probablement la partie la plus complexe, la plus volumineuse et la plus fluctuante, mais c'est aussi le levier d'efficacité qui est à la main des directions de conformité. Et activer ce levier passe par de la gouvernance des données. Et cette gouvernance des données, elle peut être complètement organisée par les directions de la conformité, dans l'ensemble de ces acteurs, hein, c'est-à-dire celles qui sont dedans et puis celles qui orbitent autour. Et c'est cette gouvernance des données que maintenant Elliott va détailler sur qu'est-ce qu'on met dedans et comment est-ce qu'on fait pour la rendre efficace et servir ce qui est la mission première de la direction de la conformité, c'est de protéger la confiance des environnements autour des assureurs et des banquiers vis-à-vis de la structure. Elliott, si tu veux maintenant, c'est à toi. Merci beaucoup Jamel pour cette excellente introduction qui met en lumière vraiment un sujet clé quand on aborde le sujet qui va être le nôtre aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de confiance. À titre de complément de ce que tu as pu évoquer, quand aujourd'hui on interroge par exemple les citoyens sur envers quel type d'organisme avez-vous le plus confiance pour gérer vos données personnelles, puisque c'est un des sujets qu'on va évoquer tout à l'heure, eh bien il en ressort systématiquement que les banques et les assurances sont en tête de liste et donc possèdent une sorte d'avantage concurrentiel inné sur d'autres acteurs, notamment sur les GAFA, hein, qui sont, soyons clairs, les concurrents, même plus de demain, mais déjà d'aujourd'hui, qui arrivent sur ce secteur banque assurance avec les dents acérées, mais qui n'ont pas
cette confiance, voilà, des clients, des personnes sur, ces sujets, de conformité et donc on voit que c'est un asset finalement, hein, cette confiance, c'est un vrai avantage structurel et concurrentiel qu'il faut à tout prix préserver. Alors cela étant dit, comme a pu le partager, Jamel, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une multiplication, quasiment exponentielle, hein, des réglementations auxquelles, vos entreprises, doivent se conformer. J'en ai listé ici sur ce petit slide trois grandes catégories. On a bien sûr les historiques, tout ce qui a trait, hein, au reporting réglementaire, aux enjeux de solvabilité, qui sont, on va dire, les sujets peut-être les plus historiques. On a tout ce qui a trait, bien sûr, et on en parlera dans un deuxième temps avec Christophe, à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, à la lutte contre la fraude, avec Sapin 2 notamment, etc. Qu'on pourrait regrouper autour d'une notion de vigilance, hein, et de meilleure connaissance de ses clients et de ses partenaires. Et puis, vous avez ce sujet qui a énormément gagné, hein, en visibilité, en importance, et qui aujourd'hui est aussi de plus en plus présent dans les esprits, hein, ça devient une vraie préoccupation sociétale, si je puis dire, qui est la protection des données personnelles. Et c'est avec ce premier sujet que j'entamerai, si vous le voulez bien. Mais avant tout, vous présenter notre conviction qui sera d'une certaine manière un peu notre fil conducteur tout au long de cette présentation. Eh bien, c'est de dire que tous ces sujets, tous ces textes réglementaires qui ont finalement en commun d'avoir des conséquences sur les données, sur les systèmes, et qui finalement, dans bien des cas, hein, quand on regarde sur ces trois grands volets, bah, l'exigence qu'il y a en commun, c'est maîtriser vos données, gouverner vos données, sécuriser vos données, soyez en capacité de nous assurer qu'elles sont fiables, qu'elles sont de bonne qualité pour les aspects reporting. Soyez en capacité voilà, nous garantir, nous dit la CPR, que la qualité, hein, des données que vous gérez est suffisante pour que derrière, quand il s'agit de faire de la vigilance, de produire des déclarations de soupçons, etc., tout ça soit ancré dans une donnée qui soit fiabilisée, qui soit maîtrisée. Et même chose, bien sûr, sur la protection des données personnelles. Donc on voit finalement que toutes ces réglementations ont pour exigence commune d'attendre des entreprises qu'elles gouvernent mieux, hein, si je puis dire, qu'elles maîtrisent davantage leurs données. Et c'est tout le propos de ce qu'on appelle la gouvernance des données, hein, la data governance, que vous voyez ici, qu'on a mis au centre, puisque notre leitmotiv, c'est de dire qu'on ne parviendra jamais à un bon niveau de conformité sur ces sujets si on ne met pas en place une gouvernance des données. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance des données? Beaucoup de choses, mais finalement, c'est l'ensemble des processus, des organisations et des outils qui vont nous permettre, eh bien, de nous assurer que la donnée soit de bonne qualité, qu'elle soit sécurisée, qu'elle puisse produire la valeur aussi, hein, bien sûr, qu'on attend qu'elle produise, et que tout ceci, est bien rassemblé, nous permette aussi naturellement, par diffusion quelque part, parce que ces données sont mieux gérées, sont mieux maîtrisées, et bien de mieux rendre compte, pardon, de notre conformité à ces différentes réglementations. On va l'illustrer, si vous le voulez bien, ce matin avec deux cas particuliers. Dans un premier temps, la protection des données personnelles, notamment autour du RGPD, et dans un deuxième temps, les aspects vigilance, connaissance client autour de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui seront présentés par Christophe. Alors, si on commence avec ce sujet de la protection des données personnelles, hop, je vais aller un petit peu vite. Jamel, je crois qu'on t'entend toujours un peu. Si tu peux juste couper ton micro, ça serait top. Merci. Du coup, ce sujet de la protection des données personnelles, alors je voudrais déjà commencer en disant que contrairement à beaucoup de choses qu'on entend actuellement, ce sujet n'est pas derrière nous. Vous savez que le RGPD est entré en vigueur en 2018, il y a déjà 3 ans et demi, et donc on pourrait se dire, et beaucoup se le disent d'ailleurs,
que c'est un sujet qui est derrière nous, qui a déjà été suffisamment traité. En réalité, ce dont on s'aperçoit chez nos clients, et notamment dans le secteur banque assurance, c'est que c'est loin d'être le cas, qu'il y a encore énormément de chantiers, notamment des chantiers de fond, hein, qui doivent être adressés. Alors oui, on pourrait dire que la conformité de façade, de vitrine a été opérée. On a revu les mentions légales sur les sites, on a passé en revue les contrats avec nos fournisseurs, les politiques de confidentialité ont été mises à jour, etc. Oui, mais quand on s'intéresse à l'enjeu data, système, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de sujets qui doivent être traités, qui sont des sujets de fond, qui ne peuvent pas être réglés en deux coups de cuillère à peau. Et là, je vous en ai notamment proposé 6 et je reviendrai dans le détail sur 3 d'entre eux. On a d'abord, bien sûr, tout ce qui a trait à l'inventaire des données personnelles et c'est déjà un sacré chantier, hein. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de très clairement voir où sont les données personnelles, quelles sont-elles, avec quel niveau de classification, de sensibilité. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire très clairement où sont les données personnelles qu'on gère? C'est déjà un premier enjeu et bien sûr qu'il y a eu des choses qui ont été initiées à ce niveau-là, mais c'est un travail qui doit se faire au fil de l'eau parce que bien sûr le système d'information est vivant, évolue et donc, il y a souvent beaucoup d'enjeux hein, pour être capable de maîtriser déjà simplement l'inventaire et la classification des données. On a ensuite le sujet de la conservation sur lequel je vais accentuer rapidement juste après, qui est, qui est tout un programme à lui seul. Parce que vous savez qu'un des principes fondamentaux du RGPD, c'est la limitation de la conservation dit très clairement, on ne peut pas conserver les données personnelles ad vitam aeternam. Et donc, il faut être capable d'en maîtriser le cycle de vie, euh, que certes, on a nécessité de conserver des données, notamment dans le milieu bancaire et assurantiel, hein, pendant parfois de nombreuses années, 5 ans, 7 ans, 10 ans après la fin de la relation contractuelle, et même plus parfois dans des cas comme l'assurance vie. Toutefois, à l'issue eh bien, de ces délais de conservation légaux, eh bien, les données ne doivent pas être conservées. Elles doivent être supprimées, anonymisées ou archivées de manière sécurisée. Quelque chose doit être fait. Et ça, aujourd'hui, très clairement, on observe que dans le secteur banque et assurance, très très peu nombreux sont les organisations qui maîtrise complètement cet aspect des choses, c'est vraiment un vaste chantier. On a ensuite tout ce qui a trait au droit. Vous savez que le RGPD a octroyé davantage de droits aux personnes, aux clients bien sûr, à vos partenaires au sens large, qui ont le droit de demander à avoir accès à leurs données, de les faire rectifier, euh, d'en avoir une copie par exemple. Donc derrière, ça a forcément des incidences sur les systèmes, mais ces droits s'appliquent aussi aux employés, et c'est bien souvent là en fait que le risque est le plus important souvent. Les employés eux aussi hein, ont le droit de pouvoir accéder à leurs données, savoir précisément ce que l'entreprise fait de ces données, etc. Vous avez ensuite tout un chantier autour de la gestion des consentements sur lequel aussi je m'attarderai un petit peu, des aspects autour de la sécurité, notamment avec tout ce qu'on entend hein, sur les fuites de données, les violations de données, les ransomware. Il n'y a pas un jour hein, où on ne voit pas dans la presse une société qui malheureusement fait l'objet de ce genre d'attaques et de problématiques. Et aujourd'hui, le risque est réel et la nécessité de se prémunir hein, contre ces sujets est essentielle. Vous savez par exemple que la Commission est en train de travailler sur un règlement, le règlement DORA, particulièrement pour le secteur bancaire, hein, qui va venir avec tout un tas d'exigences beaucoup plus fines et précises sur le risque de cyberattaque. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va certainement devoir tous travailler dans les mois et années à venir. Et enfin, le sujet Privacy by Design, qui est en fait l'exigence nouvelle du RGPD que tout nouveau projet puisse être instruit en termes de protection des données personnelles dès sa conception et non pas quelques jours avant la mise en production où quelqu'un levait la main et disait tiens on met en place un nouveau site ou un nouveau CRM, il faudrait peut-être en toucher un mot au legal. Non, il faut être capable de démontrer que tout nouveau projet dès sa conception prend en compte finalement toutes les exigences de la protection des données personnelles. Donc vous voyez, hein, encore beaucoup de sujets sur lesquels le niveau de maturité est souvent encore assez faible hein, dans le secteur et sur lesquels il y a bien sûr beaucoup de travaux encore à mener. Alors, je ne vais pas avoir le temps de zoomer sur tous les points. Je voudrais peut-être faire un zoom sur ce sujet de la conservation des données. Alors, le slide est un petit peu chargé, mais l'idée, c'est, comme je l'ai rappelé, qu'il est attendu eh bien, que
on gère le cycle de vie, des données, heu, au sein des systèmes d'information. On ne peut pas conserver les données personnelles ad vitam aeternam comme ça a longtemps été le cas, notamment dans le milieu bancaire où pendant très longtemps on s'interdisait même de d'effacer les données parce que, voilà, audit Banque de France, et cetera, de la BCE, il faut qu'on ait les données au cas où et cetera. Non, le RGPD est assez clair, on doit conserver les données certes pendant les délais légaux, hein, les délais de prescription, de garantie et autres, mais à l'issue de ces délais, eh bien, les données doivent être, supprimées ou en tout cas, rendues, à un statut qui ne permet plus d'identifier directement ou indirectement les personnes qu'il y a derrière. Chez Micropole, on accompagne beaucoup nos clients sur ce sujet. Laissez-moi vous donner deux, trois cas d'école. On travaille par exemple avec la Banque privée internationale d'une grande banque française implantée dans le monde entier, qui a identifié 25 systèmes core banking clés qui conservaient les données sans limite de temps dans une dizaine de pays différents. Et donc, on travaille depuis 3 ans avec eux à la construction et à la mise en œuvre d'un programme de purge ou d'anonymisation, parce qu'on s'aperçoit que souvent, effacer physiquement les données, c'est très complexe et c'est pas forcément mieux, puisque l'anonymisation, souvent, eh bien, comme les systèmes sont liés les uns aux autres, quand vous anonymisez un système cœur, il va diffuser des données anonymisées et donc d'une certaine manière mettre en conformité les systèmes qu'il y a en dessous de lui. Donc ça peut aussi être bien sûr une technique sur laquelle on peut se reposer. On a travaillé aussi avec un acteur du secteur alors, qui fournit des services de paiement, services transactionnels aux entreprises pour identifier faire un inventaire dans tous ces systèmes d'information. Donc, il y avait à peu près 125 applications, rien que pour la France. Et parmi ces 125 applications, 80% euh, contenaient des données personnelles. Et parmi ces 80%, 90% n'avaient jamais effectué la moindre purge, hein, le moindre nettoyage. Et donc, même chose, on les a aidés à mettre en place un système récurrent et continu de gestion du cycle de vie des données. On a aussi travaillé dans le cadre d'un data warehouse. Vous savez qu'on travaille de plus en plus avec ces outils de data warehouse qui concatènent énormément de données et bien souvent on ne se pose pas trop la question de savoir pendant combien de temps on va les garder dedans. C'est évidemment pas une bonne pratique et donc on a travaillé avec une banque internationale basée au Luxembourg pour mettre en place, hein, pareil, des règles de gestion qui vont permettre d'effacer au fil de l'eau et comme ce doit être le cas, les données qui sont incorporées et gérées par ce data warehouse. Donc voilà quelques exemples, si vous voulez, hein, aujourd'hui de sujets qui sont encore prégnants et qui doivent être saisis à bras le corps par les entreprises. Juste pour vous donner voilà, on va pas trop parler de sanctions et tout ça, mais vous avez quand même eu en fin d'année dernière, une autorité de protection des données personnelles allemande à Berlin qui a sanctionné un acteur du secteur immobilier à hauteur de 15 millions d'euros. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'il conservait des cimetières de données personnelles. Je pense que si aujourd'hui on s'auto-analyse tous, toutes nos entreprises, toutes nos organisations ont des cimetières de données et donc sont susceptibles de faire l'objet de ces sanctions et les régulateurs sont de plus en plus attentifs à ces points et qui doivent donc être adressés. Euh, je reviendrai dessus peut-être sur les questions, mais un autre sujet très important aujourd'hui, c'est tout ce qui a trait à l'anonymisation des données, notamment, vous savez, dans les environnements hors production, les environnements qui servent aux développeurs, aux tests, aux formations, etc. Et qui souvent, en fait, ont des données de production, donc des vraies données qui sont sur ces environnements-là, qui n'ont pas les mêmes niveaux de sécurisation, de gestion des accès. Et donc, on a eu l'occasion de travailler, notamment avec Informatica, à la mise en place de systèmes d'anonymisation automatique de ces environnements hors production, ce qui est vraiment un moyen de réduire considérablement les risques parce que souvent on s'aperçoit que les fuites de données ne proviennent pas nécessairement des environnements de production qui sont souvent assez bien sécurisés, mais souvent de ces environnements de développement auxquels ont accès des partenaires, des sous-traitants et autres. Et le risque est souvent à ce niveau-là. Un dernier aspect aussi sur lequel on a souvent l'occasion d'accompagner nos clients, c'est tout ce qui a trait à la gestion des consentements. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un point qui est vraiment mis en avant par le RGPD. Euh,
si la plupart de ce qu'on fait, notamment dans le secteur banque et assurance, repose sur le contrat, hein, et c'est très bien, on a de plus en plus de cas d'usage, d'offres de services proposées, et notamment tous les aspects autour des sollicitations, hein, commerciales et marketing, qui, elles, sont plutôt liées à l'obtention d'un consentement qui doit être géré. Ce consentement, les personnes doivent avoir la possibilité de le retirer à tout moment et de manière aisée. Et ça a bien sûr des conséquences en termes de système d'information. On a l'occasion notamment de travailler avec la banque de détail d'une banque française sur ces sujets. Les opt-out, vous savez, hein, on envoie une newsletter et puis les gens disent je ne veux plus être contacté. Donc ça, c'est un retrait de consentement. C'est quelque chose qu'il faut impérativement prendre en compte, sans quoi les gens ont bien sûr la possibilité d'ouvrir une plainte sur le site de la CNIL. Et donc, cette banque de détail avait le problème suivant, c'est que les opt-out ne remontaient qu'au système d'envoi de mail, hein, vous savez, les Mailchimp et autres, Adobe Campaign et autres, hein, qui font les campagnes de mailing. Mais cette information que M. Martin ne souhaitait plus être sollicité ne remontait jamais dans le référentiel client de la banque. Et donc, le jour où on changeait de prestataire pour envoyer les mails, on adressait à nouveau Monsieur Martin, qui bien sûr n'était pas content, qui faisait part de sa frustration, dont la confiance envers l'institution bien sûr était écornée, et avec tous les problèmes que ça pouvait avoir. Donc on a mis en place un système de remontée, hein, de ces opt-out jusqu'au cœur du système d'information. Voilà un petit peu, si vous voulez, quelques exemples aujourd'hui qui vous montrent que ce sujet RGPD en matière de gouvernance, de maîtrise des données et des systèmes, il y a encore du travail, hein, très clairement, et que c'est vraiment indispensable si on veut passer d'une conformité de vitrine, hein, de façade, à une véritable conformité de fond. Et aujourd'hui, pour avoir assisté à plusieurs audits CNIL auprès de plusieurs acteurs du secteur, on va loin, hein. La CNIL ne se contente pas juste d'aller regarder à distance les sites web ou les mentions sur les sites. Aujourd'hui, elle envoie de véritables ingénieurs qui demandent à accéder au système, aux bases de données clients, qui vous demandent combien de temps vous conservez vos données, comment est-ce que sont gérés les consentements, etc. Et donc, il faut être capable aujourd'hui, hein, bien sûr, de montrer patte blanche sur ces différentes problématiques. Voilà, je passe la parole pour le deuxième volet sur les aspects KYC sécurité financière à Christophe, et bien sûr on reviendra si vous avez des questions pendant le moment des questions sur le sujet protection des données personnelles. À toi Christophe. Merci beaucoup Elliot. Merci pour ces éclairages très intéressants toujours sur le sujet GDPR. Alors maintenant, on continue sur un autre sujet compliance qui utilise lui aussi beaucoup de données. Tout ce qui va concerner KYC et sécurité financière. Alors déjà, on repose un petit peu le cadre, on reparle de finalement ce qui a constitué le socle, hein, de ce qui est aujourd'hui le KYC, donc le GAFI qui est né par une décision politique à la fin des années 80, qui s'est mis au travail dès les années 90 pour construire ces obligations qui s'imposent aujourd'hui à l'ensemble des établissements financiers, à l'ensemble des pays de la planète, et qui se concrétisent régionalement par un certain nombre de réglementations. Alors bien évidemment, hein, régionalement pour nous, Européens, ça veut dire des directives européennes qui se succèdent à un rythme assez important et dont la dernière, la 6e, est entrée en vigueur le 3 décembre 2020. Donc pourquoi est-ce que c'est important de rappeler que finalement le socle provient d'un organisme international? Tout simplement parce que on voit que cette réglementation, même si évidemment il y a un certain nombre de déclinaisons nationales qui sont encore différentes en fonction des pays, elle a malgré tout une base qui est commune. Et ça se sent et ça se ressent de plus en plus, notamment au sein de l'Europe, par ces directives européennes qui, même si elles permettent une interprétation nationale, gardent tout de même des bases communes. Alors, j'essaye de passer sur le slide d'après pour vous montrer exactement ce que j'entends par déclinaison locale. Voilà. Alors, je vous rassure, hein, l'objectif n'est pas de passer sur l'ensemble de la réglementation anti-blanchiment, mais de mettre l'accent sur quelques
règles, quelques réglementations qui sont particulièrement représentatives de ce que je viens de dire, de cette déclinaison qui revient de ces réglementations qui se ressemblent au sein des différents pays européens. Ces deux articles de loi, donc le premier spécifique au Luxembourg et le deuxième qui nous est spécifique à la France, nous parlent du risque de blanchiment d'argent. Il pose les bases, il est une véritable expression de besoin pour les données que nous avons à prendre en compte pour déterminer un risque. Aujourd'hui, toute la réglementation contre le blanchiment d'argent repose sur le risque que posent vos clients par rapport au blanchiment d'argent. Et on voit ici des phrases qui se ressemblent, on voit aussi des exigences qui se rejoignent sur les facteurs de risque. Alors, de quoi on parle? On parle de risques qui sont liés aux clients, aux pays, aux zones géographiques. On va chercher des données dans les produits, les services, les transactions et les canaux de distribution. Donc, on comprend déjà ici, rien qu'en lisant ce texte-là, quelles vont être les exigences en termes de données à aller chercher, de données à manipuler, de données à analyser. Alors, un autre slide que je vais passer, et celui-là n'est pas destiné à faire peur, même si effectivement on voit et on constate que les régulateurs sont de plus en plus exigeants et vont de plus en plus loin dans les analyses. Tout à l'heure, Elliot parlait des ingénieurs qui vont débarquer chez les établissements financiers pour aller analyser très finement les systèmes d'information et les outils d'analyse qui sont mis derrière. On voit ici concrètement ce que ça peut donner. L'objectif ici, il est moins de mettre l'accent sur les montants, même s'ils sont impressionnants, que sur les raisons pour lesquelles les régulateurs, qu'ils soient luxembourgeois, français ou de n'importe quel autre pays européen, ont sanctionné les établissements. Donc ici, on parle de classification des risques qui est incomplète ou inefficace. On parle de défaut d'obtention des éléments d'information nécessaires à la connaissance des clients. On parle de carence de dispositifs de détection des PPE. On parle d'un certain nombre d'éléments qui touchent très directement à la façon dont les données sont gérées, quelquefois mal gérées, au sein des établissements bancaires. Et derrière, finalement, se dessine, alors à travers ces sanctions, mais aussi à travers la réglementation, on l'a vu juste avant, et aussi à travers les lignes directrices que les régulateurs mettent à disposition des établissements financiers, dont elles attendent que les établissements financiers se les approprient et les interprètent pour mettre à jour leurs outils de détection et leurs outils d'alerte sur les risques de blanchiment d'argent. Alors, on l'a vu juste avant, les données demandées par le régulateur se trouvent à différents endroits du système d'information. On a donc des informations et des données qui vont concerner les produits et les services. On a des informations qui vont concerner toutes les transactions de paiement. Bien entendu, les transactions de paiement sont au centre des analyses concernant le risque de blanchiment d'argent et aussi le financement du terrorisme. On a aussi un certain nombre d'événements de gestion qui, eux aussi, vont faire partie de l'analyse à mener sur le comportement des clients. On parle ici de données qui sont un peu disséminées au sein du service du système d'information. Et c'est là que nous intervenons au sein des établissements financiers. Nous sommes intervenus, par exemple, dans une banque luxembourgeoise pour aller faire une connexion entre le CRM et des outils d'analyse. Nous sommes intervenus dans une grande banque française pour mettre en place un véritable dictionnaire de données pour pouvoir aller rechercher toutes les informations, déjà définir ce qu'on entend exactement par une donnée. Quelquefois, on a une demande qui est quelle est l'activité du client? Quelle est l'activité du client? De quoi parle-t-on? Parle-t-on d'une nomenclature officielle? Parle-t-on d'une nomenclature interne? Il faut savoir derrière chaque donnée exactement ce qu'on veut, où elle se trouve, comment est-ce qu'elle est gouvernée, qui la maîtrise et qui peut l'envoyer et la distribuer au sein du système d'information pour nourrir les différents outils de détection de risques anti-blanchiment
qui sont plugués aujourd'hui sur les différents systèmes d'information. Donc, c'est au cœur de nos métiers, de notre métier chez Micropole, de gouverner la donnée et de permettre aux établissements financiers d'aller chercher la bonne donnée dans la bonne qualité au bon endroit pour que l'intelligence artificielle, qui est derrière aujourd'hui beaucoup d'outils de détection, soit efficace. Alors bien sûr, au centre de ces différentes briques du système d'information, le client, bien entendu, est au cœur. Il doit être au cœur de toutes les analyses et aujourd'hui, dans encore un certain nombre de systèmes d'information, la difficulté est de regrouper toutes ces informations clients dans un référentiel qui soit unique et qui permette d'avoir une donnée à la fois de qualité et maîtrisée. Alors là-dedans, nous avons un certain nombre d'informations directement liées au client. Un certain nombre d'informations liées aux clients qui ont à s'interfacer avec un certain nombre de référentiels externes, soit directement, soit via un certain nombre d'outils, par exemple des outils de screening. Alors finalement, si on continue un petit peu le focus sur cette brique applicative qui est aujourd'hui extrêmement importante dans les systèmes d'information, on voit qu'il y a finalement un portrait robot aujourd'hui d'un CRM qui soit KYC compliant. Ce CRM KYC compliant, il doit offrir une vision complète du client. Il faut que dans son référentiel, on puisse avoir une vision panoramique, une vision suffisamment exhaustive du client pour pouvoir avoir cette connaissance suffisante et actualisée du client. Il faut bien entendu que ce référentiel nous permette d'avoir le client de façon unique. Il ne peut pas exister de doublons. S'il existe des doublons, bien entendu, tous les systèmes de suivi et d'analyse des risques de blanchiment d'argent seront inefficaces. C'est évident, mais un certain nombre d'établissements bancaires se sont fait sanctionner sur cet aspect-là. Bien entendu, il faut garantir la qualité des données. Une donnée qui n'est pas de qualité ne sert à rien, voire même va rendre une intelligence artificielle franchement bête. Il faut aussi être capable, à partir de ce référentiel client, d'évaluer un niveau de risque. C'est cœur aujourd'hui au niveau de la réglementation, on l'a vu juste avant, l'évaluation du niveau de risque. C'est vraiment quelque chose qui, y compris dans les sanctions qu'on a vues tout à l'heure, revient très souvent. Vous ne pouvez pas traiter votre clientèle de la même façon. Vous ne pouvez pas non plus oublier une partie de la clientèle. Il faut que chaque client soit défini par rapport au risque qu'il représente par rapport au blanchiment d'argent. Et bien sûr, il faut une piste d'audit pour être sûr de suivre toutes les actions qui sont menées sur ce client et notamment les différentes remédiations, les revues de KYC qui sont nécessaires. Alors, ce référentiel client, il possède toutes ses propriétés et puis surtout, ce référentiel client, il est ouvert. Il est ouvert et sécurisé, mais il est ouvert. Il est ouvert à la réception d'un certain nombre de nomenclatures, d'un certain nombre de registres. Là, ici, RBE, le registre des bénéficiaires effectifs, c'est quelque chose qui est arrivé avec les dernières directives européennes et qui oblige tous les établissements à connaître les bénéficiaires effectifs des différentes entreprises qui sont parmi leurs clients, qui profitent de l'argent qui passe dans les comptes d'une entreprise au final. Il y a un certain nombre d'autres nomenclatures, bien entendu, qui sont nécessaires pour pouvoir, là aussi, disposer d'une donnée de qualité. Bien entendu, il faut aussi être capable de connecter ce CRM à un certain nombre d'outils de screening. Aujourd'hui, il faut tenir compte des listes de personnes politiquement exposées, il faut tenir compte des listes de sanctions diverses et variées, de mise sous embargo, de gel des avoirs, et voire même, au-delà de ça, on peut aussi s'intéresser à l'adverse media screening pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce client. Donc, on voit là quelque chose d'assez riche au niveau de l'enrichissement de mon information client. Et puis, ma donnée client, elle ne peut pas rester seule, bien entendu, dans son référentiel client unique. Il faut qu'elle puisse sortir, il faut qu'elle puisse être diffusée au sein du système d'information pour notamment nourrir ces outils de détection qui sont de plus en plus sophistiqués, mais aussi de plus en plus gourmands en données pour pouvoir être pertinents. On a parlé tout à l'heure déjà avec Elliot du Data Warehouse. Effectivement, un Data Warehouse, ce sont les entrepôts de données qui sont de plus en plus utilisés. On parle aussi de Data Lake pour les données
qui sont moins structurées et dans lesquelles les différentes applications peuvent se servir. Et tous ces outils dont je parlais qui vont faire finalement du monitoring de comportements anormaux. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, toutes les case management, c'est-à-dire tous les workflows de décision sur le client. Je connais mon client, je sais que il apparaît sur certaines listes ou que ce comportement est un peu bizarre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je poursuis la relation d'affaires avec lui? Est-ce que je décide de déclarer un soupçon pour mon régulateur, soit TRACFIN, soit la CSSF pardon, côté luxembourgeois? Donc là aussi, il faut que mon client, mon référentiel me permette de prendre des décisions de façon claire sur mon client. Et au bout du compte, nous avons un certain nombre de questions auxquelles une bonne gouvernance de données et un bon référentiel client doit pouvoir répondre. Où dois-je aller chercher la donnée client qui m'est nécessaire pour ma détection de risque anti-blanchiment ou de lutte contre le financement du terrorisme? Comment est-ce que je m'assure que mon client existe de manière unique et que s'il revient demain pour un autre service, je ne vais pas le créer 2 fois? Comment être sûr que ma donnée soit de qualité? Comment est-ce que je peux nourrir mes outils de détection de risque anti-blanchiment avec les bonnes données? Les bonnes données, ce sont les données pertinentes et les données de qualité, comme on vient de le dire. Comment accélérer l'entrée en relation avec mes clients sans me mettre en risque? Ça, c'est particulièrement important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va vite, tout doit aller vite. L'onboarding des clients doit être rapide. Oui, mais il doit être rapide et sécurisé. C'est là que une bonne gouvernance des données et un bon référentiel client va me permettre très rapidement de vérifier, de mettre en place la due diligence nécessaire pour pouvoir poursuivre ma relation d'affaires sans me mettre en risque par rapport au régulateur. Et tout simplement, comment simplifier mon suivi client, mes KYC review. Comment mettre en place des remédiations aussi fréquemment que nécessaire, parce que la réglementation impose non seulement d'avoir la connaissance complète, mais actualisée. L'onboarding est une chose importante, mais il faut aussi le suivi de la relation d'affaires pour vérifier que le risque qui était faible au départ par rapport au blanchiment d'argent, par exemple, n'est pas devenu trop important. J'en ai maintenant terminé avec mon intervention. Je vais passer la main à mon ami Harry pour la suite. Merci Christophe. Super. Merci Christophe. Et merci Elliot aussi d'ailleurs pour ces explications. Le métier d'Informatica, c'est la gestion de la donnée. Notre spécialité, c'est celle-là et c'est notre focus unique, ce qui nous rend un peu unique aussi sur le marché. Et c'est pour cela qu'on a de nombreux clients qui nous choisissent pour leur socle data dans un cadre de conformité réglementaire, type KYC ou autres enjeux réglementaires, comme ceux expliqués par Elliot tout à l'heure. Pour adresser ces sujets-là, nous mettons à disposition de nos clients une plateforme complète pour la gestion des données tiers, avec des données des clients B2B, B2C, des partenaires, des fournisseurs, des employés, etc. Autrement dit, en français, des personnes physiques ou des personnes morales. Et pourquoi? C'est pour que pour tout ce qui concerne ces données essentielles puissent être utilisées dans l'identification et le partage de ces informations dans les processus dans l'entreprise. Et en parlant de ces processus, même la plateforme de gestion de ces données possède les processus nécessaires pour orchestrer la collecte et la vérification de ces données afin d'aboutir à une vision consolidée et complète qu'on peut appeler une vision unique 360 degrés de cette personne physique ou morale. Et donc, procéder à la validation de ces données-là. C'est essentiel pour rebondir sur le thème clé dont parlait Jamel tout à l'heure, la confiance. La confiance de l'entreprise repose aussi beaucoup sur la confiance qu'on a dans la donnée. Et c'est dans ce contexte-là que la qualité de données ainsi que l'enrichissement de la donnée
à partir de sources externes sont des éléments critiques pour pouvoir garantir cette unicité, la vue unique de client. Le matching dont parlait, l'unicité de client dont parlait Christophe tout à l'heure. Et c'est avec cette donnée unique qu'on va pouvoir injecter les données du référentiel dans les processus de l'entreprise pour qu'il soit efficace et pour que la donnée puisse avoir un certain impact. Par exemple, dans le cadre de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou de toute autre connaissance et vigilance autour des informations sur les clients, il est essentiel de pouvoir alimenter le processus de scoring avec des données qui sont de confiance, qui parlent bien d'une personne physique ou morale unique pour lesquelles on veut établir un scoring de connaissances clients, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. D'ailleurs, ces indicateurs, ces scorings, peuvent aussi remonter à leur tour dans le plateforme de référentiel personne, parce que elles sont évidemment essentielles pour les autres processus qu'on va exécuter l'entreprise dans la relation avec le client. Ainsi, avec cette plateforme, nous proposons une solution complète pour suivre le tiers, la personne physique ou morale, de bout en bout et d'avoir une traçabilité complète sur les informations et les statuts lui concernant durant tout son cycle de vie avec l'entreprise. Et ça, c'est essentiel parce que la réglementation, c'est pas une affaire de one shot, c'est pas une affaire d'être propre, entre guillemets, juste pour la photo. C'est une histoire d'être propre à n'importe quel moment parce que le régulateur peut venir et prendre la photo sans vraiment prévenir. Vous voyez. Donc, c'est dans ce contexte, comme je disais, qu'on a pas mal de clients qui nous font confiance. Et je voulais parler de certains de ces clients, en tout cas de certaines de ces expériences qu'on a. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur un cas d'usage réglementaire avec nos amis ici. Pour assurer donc la gouvernance et la conformité autour de certains enjeux avec la data. Mais avec cette plateforme, on adresse un tas d'autres enjeux aussi autour de l'expérience client, autour de l'efficacité opérationnelle, la fiabilisation des processus décisionnels et aussi des enjeux autour de fusion et acquisition, par exemple. Vous voyez, la data, elle n'est pas juste essentielle pour garder la conformité par rapport à certaines réglementations, mais cette data, elle est essentielle aussi pour l'image de l'entreprise et dans la façon dont on va construire la confiance qu'on va projeter sur le marché vis-à-vis de nos clients. Mais bon, on va regarder ces exemples plutôt sous un angle réglementaire, en tout cas pour commencer. Je vais commencer tout à droite et parler d'une banque d'affaires française dans laquelle nous mettons à disposition notre référentiel client en consort avec leur processus d'onboarding de clients. Le MDM, lui, sert de réceptacle pour capter toutes les informations sur les tiers collectées par ces processus d'onboarding client. Ensuite, en parallèle de l'exécution de ce processus d'onboarding, le référentiel va faire quoi? Il va assurer l'enrichissement des données et il va faire ceci à partir de sources externes comme Dun & Bradstreet, Reuters et d'autres services, ou bien même les services d'Informatica autour de validation d'adresse, de numéro de téléphone et d'email. Essentiel, des informations comme ça pour pouvoir identifier avec beaucoup plus de précision les doublons éventuels qui pourraient exister. Et pas uniquement au niveau là on parle d'une banque d'affaires, donc c'est pas uniquement au niveau de la personne morale, il y a aussi les personnes physiques, les dirigeants de ces entreprises qui sont nécessaires et qui doivent être évalués aussi dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par exemple. Ainsi, sur la base de ces informations-là, on fait, nous, ce qu'on appelle le matching, l'identification de doublons dans les informations clients ici.
pour permettre au processus d'onboarding de faire un screening par rapport à des listes de surveillance, etc., le plus complet possible et avec le plus de précision et le plus de confiance possible. À l'issue de ce processus d'onboarding, quand le client a donc passé ces étapes, il est validé et le référentiel, le MDM, va ainsi assurer la distribution de ces données-là vers les autres applicatifs, vers les autres processus de la banque. Et dans ce cadre-là, nous mettons actuellement en œuvre avec cette banque des API qui permet à ces autres processus d'interagir avec le référentiel et donc consommer la donnée sur les clients le plus fiable possible tout au long du cycle de vie du client. Et encore une fois, c'est essentiel parce que on parle pas d'être propre sur une photo à un instant T. Il faut garder cette connaissance du client et cette vigilance autour du client tout au long de son cycle de vie. Alors, l'assureur français, pour partir tout à gauche maintenant, c'est une organisation d'une certaine taille dans laquelle nous avons mis en place, avec le client et notre partenaire, un socle commun pour la conformité. Conformité au sens large de l'équipe de conformité dont parlait, la direction de conformité dont parlait Jamel tout à l'heure, parce que on doit pouvoir adresser les différents enjeux réglementaires avec cette connaissance client qu'on a ici. Donc, du coup, chez eux, on traite des sujets comme, encore une fois, le LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, mais aussi la solvabilité de, par exemple. La même plateforme fiabilise des données sur les tiers, permet une meilleure vue sur le tiers et permet d'alimenter ces différents processus et algorithmes nécessaires pour, par exemple, évaluer le risque d'exposition financière par rapport à un client donné ou vérifier que le tiers existe ou pas sur une liste de surveillance. Et puis au milieu, les courtiers d'assurance français, c'est un exemple intéressant, je trouve, parce que bon, les deux autres aussi, mais dans cette entreprise, il y avait un enjeu assez fort sur la mise en place rapidement des mécanismes nécessaires pour répondre aux exigences imposées, je dirais, par la CPR suite à une descente de contrôle. Ils avaient grosso modo 7 mois pour se mettre en conformité et montrer qu'ils avaient fait le nécessaire autour de la connaissance et de la vigilance client. Et en moins de 4 mois, nous avons, avec Micropole, mis en place ce socle qui permet de fiabiliser et de maîtriser les données clients et de faire le screening par rapport à ces enjeux de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la criminalité économique au sens large avec notamment les personnes politiquement exposées, etc. Le courtier, il a pu lui montrer patte blanche, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Et au-delà, il se pose là maintenant en deuxième rideau sur des enjeux, comment il peut utiliser cette connaissance client dans d'autres processus, notamment le processus là aussi de onboarding et de suivi de la relation client. En lien avec leur CRM, Christophe en parlait tout à l'heure, en lien avec d'autres canaux, d'autres façons d'interagir avec le client, notamment pour le marketing, etc. Et là, encore une fois, la plateforme, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de collecter, par exemple, les consentements dont parlait Elliot tout à l'heure, pour avoir une vue globale, en tout cas dans le cadre de ce webinaire. On associe le consentement obtenu par le client dans ce référentiel pour que les processus aussi de marketing et de sollicitation, interaction avec le client restent dans le respect des réglementations au-delà de KYC, mais aussi, on peut parler de RGPD, etc. Voilà quelques exemples de clients avec lesquels nous travaillons sur la base d'une plateforme qui nous permet d'adresser ces différents cas d'usage. On propose donc cette plateforme qui s'appelle Informatica Intelligent Data Management Cloud, dans laquelle on s'appuie premièrement sur les capacités référentielles de Master Data Management pour la gestion et la fiabilisation de ces données personnes physiques et personnes morales. Mais cependant,
aucun projet MDM peut réussir sans adresser les autres aspects de qualité de données, d'intégration, d'orchestration de ces données et de mise à disposition de ces informations pour les différents processus de l'entreprise. Ça ne sert à rien d'avoir un référentiel client s'il doit vivre de façon isolée, sans interaction avec les autres. La connaissance client et la relation client, l'expérience client, c'est l'affaire de tous les jours. Et ainsi, le référentiel, cette information qu'on a sur les personnes dans l'entreprise, doit aussi interagir tous les jours avec les différents processus front et back-office de l'entreprise. Donc, c'est tout cet ensemble qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui est plus important dans ces projets, dans cette équation, et ce dont parlait Elliot tout à l'heure, les aspects organisationnels et processus. Je préfère que vous restez concentrés là-dessus. C'est là où on va réussir les projets à avoir un impact pour l'entreprise. Et nous, Informatica, nous nous chargeons de vous mettre à disposition l'outillage nécessaire le plus rapidement possible. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et je vais rendre la main à mes amis de Micropole. Merci beaucoup Aré, merci à Christophe, à Jamel. Voilà, on arrive, on avait pris un petit peu de temps pour démarrer, donc on arrive à la fin de ce webinaire. On espère qu'il vous a apporté certains éclairages. On a une question pour l'instant. N'hésitez pas, il est encore temps si vous voulez. On a donc une question qui nous est adressée par rapport au sujet de la rétention, de la suppression des données. La question est la suivante. Comment adressez-vous les questions de suppression des systèmes non centralisés et des données non structurées comme les emails, les dossiers, etc. Alors c'est une excellente question. Effectivement, hein, quand on adresse un projet, un programme de gestion du cycle de vie des données, il n'y a pas que les données qui sont bien structurées dans des bases de données avec des colonnes, avec des lignes et sur lesquelles voilà, on peut assez facilement travailler. Bien sûr, il y a toutes ces données non structurées et qui doivent également faire l'objet de définitions de règles et pour lesquelles, comme toujours, hein, dans le cadre du RGPD, on doit mettre en place des moyens suffisants mais proportionnés pour pouvoir adresser ces sujets. Alors sur les emails, il y a aujourd'hui la plupart des services de mailing, hein, si vous utilisez par exemple Microsoft Office 365, vient avec en fait un module qui existe qui permet de gérer le cycle de vie des mails avec des règles assez fines en déterminant selon les typologies de mails, selon le niveau de confidentialité des mails, par exemple combien de temps on va les conserver, s'il y a des pièces jointes ou non, s'ils sont adressés à certaines personnes dans l'entreprise, par exemple à certains départements, on va pouvoir décréter qu'un mail doit être conservé pendant 1, 2, 5, 10 ans, etc. Donc tout ça, il y a des outillages qui permettent de le gérer. Le plus dur, c'est bien souvent de définir les règles qu'on va appliquer, puisqu'en plus, ces règles de conservation, elles peuvent différer selon les pays. Donc souvent, c'est la matrice de définition des règles de conservation qui va être la plus complexe à mettre en œuvre. Et après, bien sûr, vous parlez des dossiers, on pourrait parler de tout ce qui est stocké sur les machines de chaque employé dans l'entreprise. Il y a évidemment des choses sur lesquelles, à un moment donné, l'outillage, l'industrialisation va trouver ses limites. Et donc, ce qu'on préconise et ce qu'on fait beaucoup aussi chez Micropole, c'est de la sensibilisation et de la formation, bien sûr, des personnes pour que chacun comprenne aussi que c'est la responsabilité de tous que de s'assurer qu'on ne conserve pas des données qui ne doivent pas l'être ad vitam aeternam sur nos machines, qu'on met bien en œuvre toutes les différentes procédures, les bonnes pratiques de sécurité qui vont permettre globalement d'arriver à un niveau plus élevé de conformité. Après, il ne faut pas non plus se voiler la face et se bercer d'illusions. Arriver à 100% de conformité sur le sujet de la conservation des données dans un système d'information d'une grande entreprise, c'est relativement impossible. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour atteindre un niveau satisfaisant, viser peut-être les 90% qui vont quand même du coup nous permettre de réduire considérablement les risques. Et on a toujours chez Micropole cette
approche assez pratico-pratique de se dire qu'il vaut mieux, à moindre coût et de manière efficace, viser 90% de conformité que de vouloir absolument bec et ongle atteindre 100% de conformité là où c'est impossible et perdre finalement tout le monde, ne jamais réussir à obtenir des budgets suffisants parce que souvent ces 10 derniers pourcents, c'est ceux qui vont coûter le plus cher. Donc voilà, on essaie toujours d'avoir une approche assez pragmatique dans une optique de réduction au maximum des risques et je pense que sur un sujet comme les données non structurées, c'est vraiment le type d'approche qu'il faut avoir. Voilà. Bah écoutez, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. On espère que ce webinaire vous a plu. Vous aurez la possibilité de le revisionner. Les slides vont vous être communiqués et bien sûr, on se tient à disposition. Vous voyez qu'il y a nos coordonnées sur le dernier slide du deck. Si vous souhaitez bien sûr des compléments d'information ou nous adresser peut-être des questions plus spécifiques. Merci à tous, on vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour évoquer ensemble ces sujets-là. Merci, au revoir.